Salut, je suis Conrad du monde de la moto, et ceci est un vlog sur le Vogue. Ou éventuellement un vlog sur le Vosges, ou un vlog sur le Vogue, ou un vlog sur le Vosges. L'attitude du motard polonais, ou plus largement du client polonais, envers les machines de fabrication chinoises pourrait, je pense, faire l'objet de plus d'un mémoire de doctorat ou de master en marketing ou en psychologie des affaires. À quoi ces motos font-elles penser? Elles sont associées à quelque chose de bas de gamme, ce qui, en effet, au début de la présence de ces motos sur notre marché, arrivait assez souvent. Et en général, les motos chinoises avaient quelque chose, c'est-à-dire qu'on s'en approchait, on montait dessus, on prenait le guidon en main et on sentait déjà que c'était une chinoise. Il y avait des éléments qui l'indiquaient clairement. C'était des trucs un peu de mauvaise qualité. Un mot difficile, en dépit des apparences. Des commodos de mauvaise qualité, des éléments qui bougeaient un peu dans tous les sens, des afficheurs qui donnaient l'impression qu'on était encore en 1992 et que le groupe New Kids on the Block était au sommet de sa carrière. Tout ça était un peu lâche, branlant, pas terrible, assez dur. Vous voyez, on s'assoit dedans et on sent tout de suite que c'est chinois. Et ces dernières années, ça a énormément changé parce que ces usines chinoises ont tout simplement commencé à rattraper la concurrence venant d'Europe, du Japon et d'autres, directions plus connues, plus réputées de marques. Et ce qui en est une nouvelle preuve, c'est justement cette moto qui, à mon avis, est, je vais utiliser ce mot, un véritable game changer, parce qu'elle ressemble totalement à ce à quoi pourrait ressembler n'importe quelle moto japonaise de milieu de gamme, par exemple. Qu'est-ce que la marque Vosges ou Vogue? Eh bien, je commencerai par dire que avec ce nom, ils se sont vraiment tiré une balle dans le pied parce que tous les moteurs de recherche du monde te dirigent automatiquement vers le site du magazine de mode Vogue. De la même façon, si tu veux par exemple trouver des hashtags sur les réseaux sociaux, tu dois d'abord passer à travers tous les Vogue du monde. Vogue Pologne, Vogue Tchéquie, Vogue Allemagne, Vogue Philippines, Vogue Malaisie, avant d'arriver au vrai Vogue ou Vosges. Et il n'aurait pas forcément dû en être ainsi car le nom de cette marque ne vient pas du tout d'un entrepreneur allemand du 19e siècle, Karl-Heinz von Vogue, qui aurait commencé par fabriquer des fers à cheval spécialisés pour, je ne sais pas, le polo sur piste de cendre. C'est en fait un nom créé tout récemment par la grande usine chinoise Longxin. Longxin M n'est pas une entreprise obscure. Comme vous pouvez vous en douter, dans chaque village chinois de 3 millions d'habitants, il existe au moins un fabricant de motos. En revanche, la société Longxin, propriétaire de la marque Vosges, est un fabricant immense qui ne produit pas seulement pour le marché chinois, mais qui est un fabricant international. Elle fabrique des moteurs pour absolument tout, des tondeuses à gazon, en passant par les motos, jusqu'à de très grandes machines. C'est un grand fabricant. Il produit également pour des entreprises européennes, notamment des moteurs que vous trouverez par exemple dans les motos BMW, dans des modèles tels que la F750, la 850 GS ou la F900 RXR. Ces moteurs, conçus en Allemagne, sont justement fabriqués dans l'usine chinoise de Longxin. Il en va de même pour les moteurs des scooters BMW C400. La société Longxin collabore également avec MV Agusta pour la production de motos de petites cylindrées. Ce n'est donc certainement pas une entreprise obscure. C'est un fabricant reconnu, doté d'une grande expérience. Et il sait certainement ce qu'il fait, comme en témoigne cette moto-ci, la Vosges 500 DS. Dans cette même usine Longxin, les moteurs des BMW F650 et G650 monocylindres étaient autrefois produits, lesquels ont remplacé les moteurs Rotax dans les motos F650 GS par exemple. Et il semble que les droits sur ces moteurs appartiennent toujours à l'usine, car Longxin, sous la marque Vosges, propose en Europe de l'Ouest un modèle appelé 650 DSX qui ressemble tout simplement à une F650 Dakar, mais dans une version un peu différente sur le plan du style. Cependant, ces motos sont toujours produites. Donc si quelqu'un a la nostalgie de ce modèle, il suffit simplement d'attendre qu'il apparaisse sur le marché polonais. De plus, dans la gamme de Longxin-Vosges, il y a aussi le modèle 300 Rally, qui porte exactement le même nom et ressemble presque trait pour trait à la Honda CRF 300 Rally. Donc si quelqu'un cherche une telle moto, il peut aussi la trouver dans l'offre de Vosges. La saison dernière, nous avons enregistré une comparaison de 3 modèles Adventure monocylindre de 300 cm3 et le Vosges 300 DS y est apparu aux côtés de la 300 de Zontes et de la 300 de BMW. C'était, si je me souviens bien, la G310 GS.
Malheureusement, l'an dernier, ce Vosges ne nous a pas fait la meilleure impression. Dans cette comparaison, il s'est révélé le moins performant. Il était plutôt lent, lourd, pas très agréable comparé aux autres motos. C'est pourquoi, lorsque la 500DS est apparue, j'étais au début très sceptique. Mais dès les premiers mètres parcourus avec cette machine, j'ai su que quelque chose avait changé, et changé vraiment, vraiment pour le mieux. La Vosges 500DS est un SUV typique dans le monde de la moto, c'est-à-dire pas encore une adventure, mais déjà plus une routière classique. C'est une moto qui en général se sent le mieux sur l'asphalte, mais peu importe la qualité de cet asphalte, et comme le montre la pratique, elle s'en sort aussi très bien lors des trajets sur gravier. C'est aussi grâce à sa suspension, dont je parlerai dans un instant. C'est une moto pour ceux à qui il arrive de croiser du gravier sur leur route, ou même un peu de sable, de terre, voire parfois de la boue par endroits. En revanche, ce n'est certainement pas une moto pour ceux qui recherchent spécifiquement ce genre de conditions. Donc c'est tout simplement un excellent routier de tourisme qui n'a pas peur de s'aventurer vers des endroits plus éloignés où l'on peut rencontrer, disons, des tronçons un peu plus tout-terrain. C'est également un représentant typique du segment destiné au permis A2 qui, contrairement aux apparences, n'est pas très populaire chez nous car il n'y a pas tant de modèles de ce type, c'est-à-dire des 505 mm3 d'environ 50 chevaux sur notre marché. Il y a la Honda CB500, la CB500X, la Benelli TRK 502 ou encore, dans les versions Naked ou Scrambler, la Leoncino. Et en fait, rien d'autre. Il y a bien quelques motos de plus grosse cylindrée bridées et il y a des 300 cm3, mais celles qui sont vraiment optimales, j'appelle ça optimal parce qu'un moteur de 500 cm3 avec une puissance de 50 chevaux, c'est en quelque sorte la combinaison idéale, sans fatiguer le moteur et sans le brider inutilement. Eh bien, ces 500 cm3 pour le permis A2 sont malheureusement très rares. Et maintenant, une nouvelle est apparue, et c'est une très bonne nouvelle. Quand on regarde la Vosges 500DS, on remarque avant tout qu'elle a vraiment fière allure. Si je ne savais pas que c'était une moto chinoise, et même en le sachant, ce deux roues se défend vraiment par son apparence, car il n'a rien de bas de gamme, il a même vraiment très belle allure. Quand on regarde surtout l'avant, cela nous fait bien sûr penser aux Honda CB500X et NC750X, car ces motos ont certainement servi d'inspiration lors de sa conception. Oui, elles se ressemblent beaucoup. Ce n'est pas un reproche. Peut-être que c'est simplement ainsi que fonctionne l'industrie chinoise. En revanche, nous avons ici une alternative sympa et moins chère, notamment par rapport à la Honda. De plus, le deuxième concurrent, car il faut parler des concurrents, puisque c'est un segment où le prix doit être bas et où la concurrence est donc assez serrée. Le deuxième concurrent est la Benelli TRK 502, mais pas dans la version X, plutôt la version standard 502, que j'appellerais routière, avec une roue de 17 pouces à l'avant. C'est un concurrent direct de cette moto car ils sont même évalués exactement au même prix. Dans la version de base, il coûte 27 800 zlotys, si je me souviens bien. Cependant, il y a une chose à propos de Benelli. Benelli s'est tout simplement concentré en ce moment sur le développement de nouveaux modèles. Ils lancent maintenant des modèles 800 qui vont probablement un peu bouleverser ce marché. Et la Benelli 500 TRK 502, qui connaît un grand succès, je ne sais pas, en Italie ou partout où elle est vendue, chez nous aussi, c'est déjà forgé une certaine réputation. Cependant, il faut se rappeler que c'est une moto qui est apparue il y a déjà plusieurs années et qui commence à devenir un peu archaïque. Surtout en ce qui concerne ce qu'on appelle le ressenti de cette moto. Elle est assez lourde, on a l'impression qu'elle est plutôt faible. Son tableau de bord, tout simplement, a aussi l'air vraiment très vieux. Donc lorsqu'une nouvelle 500 arrive, qui est fraîche, dynamique, beaucoup plus élancée, qui paraît plus légère dans l'ensemble, agile, sympa, moderne, avec un tableau de bord moderne, eh bien les spécialistes de Benelli devraient commencer à se poser des questions, car cette concurrence est sérieuse. Il y a déjà longtemps, j'ai constaté que je n'étais pas capable de parler d'une moto simplement en restant derrière elle. C'est pourquoi j'ai invité notre opérateur hautement rémunéré, monteur, photographe, homme de l'art, Tomek, pour une petite promenade autour de la moto. Nous allons donc faire un tour et examiner les différents éléments, et il y a de quoi regarder. Nous commençons par l'élément absolument fondamental de toute moto, à savoir le moteur. Un bicylindre en ligne de 505 cm3 développant, il me semble, 49 chevaux ou quelque chose dans ces environs. Parfait pour le permis A2.
un moteur très sympa qui monte volontiers dans les tours. La moto accélère bien de 0 jusqu'à, disons, 90 km/h. À ce moment-là, elle distance toutes les voitures, tout ce qui sont sur la route. Vraiment, lors de trajets à la campagne, dans les virages, c'est un vrai plaisir à conduire. C'est un petit moteur. Le petit moteur est également capable de propulser cette moto sur l'autoroute. J'arrivais tout à fait facilement à maintenir une vitesse de croisière moyenne de 150-160 km/h. Ce n'était absolument aucun problème. Donc ce petit moteur, s'il continue simplement à maintenir une grande qualité en termes de fiabilité et d'absence de problème, je l'aime beaucoup et c'est un atout majeur de cette moto. Passons à la suite. Passons maintenant à ce qui se passe autour de la roue avant. Et là aussi, il se passe des choses très sympas. Le Vosges 500 DS s'est lui aussi tourné vers le globalisme. Il utilise des pièces couramment employées par d'autres fabricants. Ici, par exemple, nous avons des freins Nissin avec double disque à l'avant, ce qui n'est pas non plus très courant dans cette catégorie. Nous avons une suspension très intéressante, une fourche inversée KYB, anciennement Kayaba, une entreprise bien connue qui, il me semble, appartient à un tiers à Yamaha et dont les suspensions sont utilisées par de très nombreux fabricants. C'est une excellente chose car cette suspension fonctionne non seulement très bien sur l'asphalte, quel qu'il soit, même le plus défoncé, mais elle ne faiblit pas non plus sur les graviers, par exemple, lorsque l'on roule sur ce que l'on appelle de la tôle ondulée. Et dans de nombreuses motos chinoises, qui ont même de grosses fourches, soi-disant inversées et très sympas, elles ne fonctionnent pas comme elles le devraient, elles sont très rigides et ne sont pas agréables. En revanche, cette suspension, pour parler familièrement, fait vraiment bien son travail et c'est un des points forts de cette machine. Je dirais la même chose des pneus qui sont utilisés ici. Beaucoup de fabricants de motos moins chers, voulant peut-être un peu baisser le prix de vente, décident d'utiliser des pneus sans marque, des pneus qui ne sont pas toujours de la meilleure qualité. On a souvent l'impression qu'ils sont faits sans plastique et dès qu'il tombe un peu de pluie, on a peur de rouler avec une telle moto. Malheureusement, il y a de telles machines sur le marché polonais, je ne vais pas citer de nom ni de marque ici, qui sont en général excellentes, appréciées dans le monde entier, mais qui par exemple roulent justement avec ce genre de pneus et cela gâche toute la bonne impression. Que dire de plus? Ici nous avons des pneus Pirelli Angel GT de tourisme, probablement parmi les meilleurs au monde, et ils tiennent tout simplement très bien dans toutes les conditions et influencent la perception de cette machine de manière extrêmement positive. Donc ici, pour ces composants, un très gros point positif. Regardons la partie avant, c'est ainsi que je l'appellerai. Eh bien, il suffit de regarder ici pour voir l'inspiration des Honda CB500X et NC750, car c'est un concept très similaire. La proue, l'éclairage entièrement à LED. Tout ici semble être à LED, les clignotants avant et arrière. Donc, on est vraiment au plein 20e, 21e siècle. De série, on aura ces élégants crash bars qui protégeront sûrement en cas de chute à l'arrêt. Cependant, je dois aussi admettre qu'il donne un peu l'impression que l'avant est assez lourd, mais il faut faire des compromis. Ah, et ici, j'aurais déjà une première critique à faire. Je t'invite, Thomas. Si l'on parle de faux pas de mode que Vogue ne manquerait pas de souligner, alors nous allons le faire à la place de Vogue. Ici, quelqu'un a eu l'idée de faire la jonction des tubes de ce crash bar exactement à cet endroit très visible et de le faire avec une grosse vis traversante et une soudure énorme recouverte de peinture. Eh bien, c'est la proverbiale goutte de goudron dans un tonneau de miel chinois, mais il faut faire avec. La bulle. La bulle donne une très bonne impression, car avant tout, elle est joliment profilée, efficace et fabriquée dans un matériau épais. On n'a pas l'impression que tout cela va simplement se casser, ce qui est vraiment rassurant. Elle est réglable en hauteur. Malheureusement, il faut utiliser une clé Allen ici et ici. On dévisse ces deux petites vis, on dévisse ça et pour ainsi dire, on peut la déplacer vers le haut ou vers le bas. En ce moment, je roule avec le réglage le plus haut et ça fonctionne vraiment. Je mesure 1,85 m et même à des vitesses d'autoroute, je ne ressens absolument aucune pression du vent. La conduite est vraiment confortable, donc je ne pense même pas que je changerai la bulle pour une plus haute, ni que j'ajouterai un déflecteur, parce que c'est vraiment agréable et efficace. Comme on peut clairement le voir, nous avons également reçu de série la béquille centrale, un équipement très pratique et utile.
Et en général, puisque nous en sommes à parler de la béquille centrale, qui pour moi est un symbole de ce qui est pratique et utile sur une moto. C'est une moto qui, en général, possède tout ce qu'elle devrait avoir, tout ce qui est vraiment utile, mais qui n'a pas de gadget, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Par exemple, il y a une béquille centrale, mais il n'y a pas de gadget tape à l'œil utilisé uniquement pour pouvoir se vanter et augmenter le prix. Nous avons ici un élément très important pour de nombreux motards, à savoir l'échappement. L'échappement est d'une forme assez moderne. En revanche, ce qui me fait plaisir, c'est que tout en respectant les exigences de la norme actuelle, c'est-à-dire Euro 5, cet échappement ne ressemble pas à un vieux aspirateur Zelmer comme c'est parfois le cas, mais il est plutôt compact, d'une belle forme, moderne, mais aussi sans excès. Et ce qui est important, c'est que cette moto a un son sympa. Elle sonne avant tout comme une moto et non comme, disons, un appareil électroménager. Je vais essayer de vous le montrer en la démarrant. Comme vous l'entendez, c'est plutôt agréable, vraiment plaisant et très racé, avec une certaine élégance. C'est une 500, mais elle sonne comme une 600, une 700, voire une 800. Elle sonne tout simplement comme une vraie grosse moto. Et c'est cool. Écoutez, ici nous avons une selle. La selle est bien profilée, elle est très confortable. Comme vous pouvez le voir, elle est réalisée de façon esthétique. De jolies surpiqûres rouges, rien ne dépasse, tout est parfait. C'est un autre gros point positif, oui. Ici nous avons un porte-bagages sur lequel, comme je l'ai dit, on peut installer ou commander un ensemble de valises en aluminium. On obtient alors une vraie moto de tourisme, sérieuse, pour le voyage en solo. Je tiens à préciser que ce sera alors du tourisme en solo. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce qu'il existe quelque chose comme la charge maximale autorisée pour la moto, qui est parfois indiquée dans les données techniques, mais que les fabricants ne mettent pas toujours en avant. Cependant, on peut facilement la calculer à partir du paramètre de masse totale autorisé, que l'on trouve dans la carte grise. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'en ajoutant plus que ce que la moto peut supporter, plus que ce que le fabricant a prévu, on met sa structure à rude épreuve. De plus, la répartition du poids change également et en général, il vaudrait mieux s'en tenir à ce que le concepteur de la moto a prévu. Dans ce cas, la charge maximale autorisée pour cette machine est de 150 kg, c'est-à-dire que le conducteur et les bagages peuvent peser ensemble 150 kg, ce qui, dans mon cas, signifie, car moi, par exemple, en tenue de moto, je pèse un peu moins de 130, que je peux partir en excursion avec des bagages, mais je dois aussi faire attention et je ne devrais probablement pas prendre de passagers. Et ici aussi, une petite histoire intéressante, une digression, car il n'y a pas de bonne histoire sans une bonne digression. Hier, sur l'une des soi-disant pages de fans Facebook que je lis pour le divertissement, qui met en relation des motards avec des personnes, généralement des femmes, qui aimeraient occasionnellement être passagères et faire un tour avec quelqu'un, une annonce est apparue. Un monsieur invite volontiers une dame à faire une balade, à condition qu'elle pèse jusqu'à 65 kg. Et tout simplement, ce qui s'est passé dans les commentaires mériterait carrément un film à part, car les dames se sont terriblement vexées. Cependant, il existe effectivement un paramètre tel que la charge maximale autorisée, qu'il vaut mieux respecter, et il n'y a vraiment pas de quoi se vexer, car c'est quelque chose de tout à fait naturel dans le monde de la moto. Examinons maintenant le poste de travail du conducteur. Ce que j'aime, ce sont les poignées souples et confortables, les ensembles de commutateurs simples et sans fioritures, où rien ne bouge dans tous les sens. Tout est simplement là, à sa place, exactement où cela doit être. C'est, disons, une sorte de Japon moyen, c'est ainsi que je l'appellerais. Les petits rétroviseurs, eh bien, ils ressemblent à ce qu'ils ressemblent. Ils pourraient être un peu plus grands, mais en général, ils font leur travail. Comme je l'ai dit, tout est ergonomique mais agréable, et c'est un plaisir de conduire ce véhicule. Mais ce qui est vraiment sympa, c'est cet écran couleur TFT, un signe que dans cette catégorie de milieu de gamme pas trop cher, on peut trouver quelque chose de vraiment chouette, et que Benelli prenne note, car Benelli a ici quelque chose de vraiment pas terrible. Alors oui, regardons ce qu'il y a ici. Ici, nous avons le mode jour, c'est-à-dire un fond blanc. Il y a aussi un mode nuit qui s'active automatiquement lorsque la lumière du soleil commence à manquer. L'écran est sympa, assez lisible, il pourrait être un peu plus grand.
Cependant, nous sommes conscients de la gamme de prix à laquelle il appartient. Qu'est-ce qui est bien avec lui? Ce qui est bien, c'est qu'il affiche clairement toutes les informations de base. Ah, ça, c'est une chose. Un lecteur ou spectateur attentif remarquera par exemple que nous avons des capteurs de pression des pneus. Et ici, un tel résultat s'affiche, ce qui est utile car il n'est pas nécessaire de courir avec un manomètre électronique pour vérifier combien on en a. Il y a quelques petites imperfections. Par exemple, si vous remarquez ici l'affichage de l'horloge de bord, elle est placée tout en haut avec des chiffres très petits. Pour cette raison, comme je suis assez grand et que je conduis, pour voir l'heure, je dois me pencher légèrement. Cependant, c'est un défaut que je peux supporter, car tout le reste est vraiment, vraiment sympa, très agréable, très plaisant et donne vraiment envie de conduire. Parmi les accessoires touristiques, nous avons ici aussi une prise USB derrière un cache en caoutchouc, placée à un endroit central très pratique. Donc si vous voulez recharger votre téléphone ou un autre appareil de ce type, c'est possible. Il y avait encore quelque chose dont je voulais parler. Ah oui, ici nous avons l'inscription Bluetooth et le logo Bluetooth. Cet écran peut se connecter à un téléphone. Vous pouvez ici recevoir des SMS, vérifier les appels. Eh bien, je dois devenir vieux, car ce genre de choses ne m'intéresse plus du tout, ça cesse de m'intéresser, donc je n'ai pas connecté mon téléphone. Cependant, pour les amateurs, les passionnés de gadgets, les personnes qui vivent avec l'électronique, qui vivent avec Internet, qui vivent en 2022 et tout ce que cela offre, cette possibilité existe. Ce qui est bien cependant, c'est que dans toute cette électronique, il n'y a pas d'excès. On n'a pas par exemple de compteur du nombre de battements de cœur du motard depuis son dernier café, comme cela se fait sur certains modèles Adventure plus sophistiqués. Donc oui, c'est une moto faite pour rouler, une moto sans excès, une moto abordable, ou du moins bien tarifée, honnêtement tarifée. Bon sang, elle me plaît. En parlant de la position sur la moto, n'ayons pas peur de la montrer. Elle est vraiment, vraiment confortable. Les genoux sont pliés à un angle raisonnable. Les repose-pieds sont assez éloignés de la selle, donc même lors de longs trajets, il n'y a ni blessures inutiles, ni inconfort. De même, la position, la largeur du guidon et, en général, tout ce que le pilote a devant lui, tout est bien disposé, ergonomique. C'est un vrai plaisir de rouler avec cette moto. D'ailleurs, c'est ce que je voulais dire. C'est un vrai plaisir de rouler avec cette moto. Et dès le matin, je pense à aller faire un tour avec. C'est tout simplement l'une de ces machines qui vous donnent envie de la démarrer et de partir faire un tour d'une demi-heure dans les environs. Parce que, je l'avoue, il y a des motos de test, même de très bons modèles de grandes marques, qui sont agréables à conduire, mais qui ne donnent pas vraiment envie d'y revenir. Celui-ci, par exemple, c'est justement le genre de moto qu'on aimerait posséder et surtout qu'on aurait envie de conduire. Je ne sais pas, peut-être que ce que je viens de dire n'a aucun sens pour certains, mais je pense qu'un grand nombre de motards comprendront tout de suite de quoi je parle. C'est un peu comme avec les vieux jeux vidéo. Ils n'avaient peut-être pas un scénario génial, ni des graphismes exceptionnels, mais comme on dit, ils étaient déjouables. Ils avaient une grande jouabilité et un fort pouvoir d'attraction. Oui, je vais me permettre d'utiliser des termes issus de la vieille presse informatique. En théorie, ce n'est rien d'extraordinaire, mais une fois que tu t'y mets, que tu commences à y jouer, tu te rends compte que c'est vraiment génial. Nous vivons à une époque où l'on parle beaucoup des prix de toutes sortes, car la situation financière est assez difficile. C'est pourquoi nous allons maintenant parler du prix. Le prix de cette moto, comme je l'ai déjà mentionné, est de 27 800 zlotys pour la version que nous voyons ici, c'est-à-dire la version dite Naked. Nous pouvons également acheter cette moto avec un ensemble de valises en aluminium au prix de 30 900 zlotys. Comment cela se compare-t-il à la concurrence ? Le concurrent direct, la Benelli TRK 502, coûte exactement le même prix. En revanche, la marque Benelli est présente sur notre marché depuis plus longtemps. Elle est de plus en plus reconnue et en plus elle est associée aux traditions italiennes, même si désormais les propriétaires sont aussi des Chinois. Cependant, ce sont toujours des motos Benelli. Le siège de l'entreprise est toujours à Pesaro, en Italie, et cela est perçu un peu différemment. À mon avis, Vosges pourrait ici suggérer qu'il attirerait, par exemple, un client avec un prix inférieur de 1000 ou 2000 zlotys. Mais je le répète, ce n'est qu'un jeu psychologique, car en ce qui concerne la moto elle-même et ses caractéristiques, je ne pense absolument pas qu'elle soit, d'une quelconque manière, inférieure à Benelli, bien au contraire.
Le deuxième concurrent reconnu et réputé, c'est Honda, et là il n'y a aucun doute. La Honda CB500X est une moto bien connue, le fabricant est reconnu, elle est bien sûr très appréciée. La Honda CB500X coûte, si je me souviens bien, 32 400 zlotys, soit 4 600 de plus qu'une Vosges. C'est le prix à payer pour la qualité et le prestige de Honda, probablement aussi pour une moindre perte à la revente dans le cas des motos d'occasion. Cependant, il faut aussi être conscient que ces 4000 zlotys, au vu des prix actuels, si je calcule bien, représentent environ 600 litres de carburant, ce qui permettrait de parcourir 15 000 km avec une Vosges. 15 000 km, c'est plusieurs beaux voyages dans la région des Masures et aux alentours, voire même à l'étranger, que ce soit proche ou lointain. Donc oui, il faut vraiment réfléchir à ce qui est important pour chacun, car en ce qui concerne la sensation à moto, peut-être que c'est une affirmation audacieuse, mais je pense qu'il n'y a absolument aucune différence. Aucune différence avec Honda en termes de ressenti. Si par exemple on cachait tous les logos, je ne sais pas si quelqu'un se rendrait compte de ce sur quoi il roule actuellement.